échanger. Et moi, du coup, j'aimerais que tu te présentes, en fait, pour présenter un peu aux gens qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu en es arrivé là aussi. Et ensuite, on va essayer de creuser plus profondément les sujets que tu traites au quotidien, parce que tu as accompagné beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de commerciaux, tu formes énormément de gens, tu as une grosse team d'élite, de freelance dans ta team aussi, comment tu les recrutes, comment tu fais en sorte de voir s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais. Voilà, tous ces éléments-là, on va essayer de les voir, essayer d'accentuer aussi ce côté plus B2B, parce que c'est aussi je pense, le truc qui amuse le plus l'audience que j'ai de mon côté. Donc voilà, on va commencer par que tu te présentes et que tu racontes un petit peu ce que tu fais depuis quelques temps. Ok, merci déjà pour l'intro. C'est bon, j'ai la bonne lumière. En tout cas, je suis à l'aise. T'es prêt? Je suis prêt. Je suis cofondateur de Grosse Room. Avant ça, avant de créer Grosse Room, je suis un peu tombé dans le gros. C'était à The Family, et c'était là où on s'est rencontré d'ailleurs, Kevin. Où en fait, on s'occupait avec Com Courteau, qui était le head of Grosse à l'époque, d'aider les entrepreneurs à développer des stratégies de growth et à les exécuter. Donc, ce qui était intéressant, c'est que c'était plein de types de business, plein de typologies de business. Donc, ça nous a permis d'apprendre vachement de choses sur ces différents business, sur les actions à prendre pour avoir du résultat, parce que c'était à chaque fois pas les mêmes en fonction du stade de la boîte et en fonction de la typologie. Donc voilà, je suis resté un peu plus d'1 an chez The Family, et ensuite, je suis parti à San Francisco chez Dream, où j'ai justement, Dream, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un bandeau qui mesure et qui améliore le sommeil. Donc c'est une boîte hardware e-commerce. Et du coup, je suis parti à San Francisco pour m'occuper du lancement en Europe et aux US. Et ensuite, je suis reparti à Paris après quelques années pour monter l'équipe en France, l'équipe grosse. Et donc, fin 2019, début 2020, début du Covid, etc., j'ai repris Grosse Room, qu'on avait monté à l'époque avec Com, comme un side project, juste pour continuer à aider les entrepreneurs après The Family. Donc, c'était vraiment encore une fois sur leur stratégie grosse. À la base, c'était uniquement un abonnement de 300 € que les entrepreneurs payaient et on répondait à leurs questions. C'était vraiment hyper léger. Il n'y avait pas de formation, c'était vraiment juste de la réponse aux questions sur un Slack. Et très rapidement, on a commencé à pousser tout ça. Alors toi, par exemple, Kevin, tu es parti sur le côté formation et nous, on a essayé de pousser tout ça côté exécution grosse, parce qu'on a compris que avant même de recruter un gros, il faut savoir mettre en place une vraie structure de croissance, etc. Et donc, c'est ce problème-là qu'on a adressé lorsqu'on a créé Grosse Room et lorsqu'on a continué un peu l'offre. Et donc, j'ai repris ça fin 2019, pardon, début 2020. Il y a eu le Covid, ça a fait comme ça. On était un peu dans la difficulté parce que quand tu arrives dans le Covid, quand tu arrives dans les premières semaines du premier confinement, les premières dépenses que coupent les boîtes, c'est les dépenses en événements, séminaires et les dépenses en consulting. Donc en fait, tu te retrouves d'un coup, d'un mois à l'autre, avec peut-être 80% de clients en moins. Et le problème, c'est que quand tu es une boîte et que tu n'as pas forcément de la trésor, que tu viens d'embaucher, etc., parce qu'on commençait vraiment à monter, du coup, c'est hyper difficile de gérer un peu tout ça. Et donc, on s'est mis à fond sur le sales, on s'est mis à fond sur le contenu, on a profité pour restructurer l'offre. Et au final, annonce du déconfinement, et là, ça a explosé. On a plein de clients qui sont revenus nous voir et on a fini par recruter. On a continué à recruter notre collectif, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, on s'est entouré un peu des meilleurs experts. On a bien travaillé pour les boîtes qui ont fait des bons référals. Tu connais, après, c'est la boucle organique et voilà. Bien sûr. C'est hyper intéressant parce que du coup, moi, c'est un truc je t'ai pas entendu beaucoup parler de ce sujet. Et je me rappelle de Grosse Room d'ailleurs, à l'époque, parce que comme je te dis, on s'était rencontrés, je crois, en 2016. Tu as été un de mes profs d'ailleurs à un moment, je me rappelle, j'étais dans la salle pour parler de Grosse. Et du coup, ça m'intéresse un peu de savoir comment tu avais lancé Grosse Room au tout début, parce que je sais que c'était Com et toi qui l'aviez lancé. Donc, je pense que vous avez forcément peut-être utilisé le réseau de The Family. Déjà, comment est-ce que ça l'a pris The Family et comment est-ce que vous avez lancé et décidé de le lancer? Ça, c'est les deux questions. Et la troisième, c'est que ça paraît, en tout cas sur le papier, un bon business de faire un abonnement sur un suivi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas continué?
Ok, ouais, c'est des très bonnes questions. Bah écoute, comment on l'a lancé? Franchement, on a fait exactement ce que tu dois dire d'ailleurs dans tes formations, parce que j'en ai regardé quelques-unes, pardon, et ce qu'on dit nous, tu vois, dans des conférences, c'est qu'on a testé le produit, quoi. Enfin, ce qu'on a testé le service. En fait, quand on est parti de The Family, comme et moi, on a eu des entrepreneurs de The Family, Algolia, Itch, etc., Comet, qui ont continué à nous poser des questions post The Family. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, OK, bon, c'est plus notre métier. Enfin, on travaille plus chez The Family, tu vois. On n'a plus besoin, si tu veux, de répondre à ces questions. On n'est plus payé pour ça. Et du coup, Mhm. ce qui peut être intéressant, ce qui était intéressant pour nous, c'était plutôt de se dire, excuse-moi, euh, T'inquiète. ce qui est intéressant, c'était plutôt de se dire, OK, on a ce problème-là. Les entrepreneurs sont prêts à payer pour ça. On leur a dit, voilà, nous, on ne peut plus travailler pour vous puisqu'on n'est plus chez The Family. Donc, on a compris qu'ils étaient prêts à payer pour ça. Et donc, derrière, on a construit un MVP qui n'était même pas un MVP, en fait. C'est une landing page, un Slack Grosse Room gratuit. On crée un channel par entrepreneur. Et derrière, c'était réglé, quoi, tu vois. Il n'y avait vraiment pas de sujet hyper compliqué, quoi. Et donc, en gros, on mettait les entrepreneurs là-dessus, ils payaient un abonnement et on répondait à toutes leurs questions sur Slack. Ils avaient le droit aussi à un call par mois. Donc ça, c'était le premier truc qu'on a essayé du coup d'itérer par rapport aux entrepreneurs et ça marchait plutôt pas mal. Comment The Family l'a pris? Plutôt bien parce qu'en fait, quand Com et moi, on est partis, et Julien Koupanek aussi, en fait, ils n'avaient plus d'équipe grosse. Donc c'était hyper intéressant pour eux d'avoir un peu cet upsell avec Grosse Room, tu vois. Donc, Ok. c'était un complément de leur offre, si tu veux. Ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième, du coup, pourquoi on a vu que ce n'était pas une bonne idée après un an? Parce qu'en fait, tu te rends compte que les entrepreneurs, ils te disent, OK, 300 euros, on les paye, mais en fait, ça ne nous suffit pas, en fait. Tu vois, c'est même plus une problématique de Ok. prix. C'est juste qu'en fait, on n'est pas du tout. En fait, c'est pas qu'on n'est pas du tout. Vous nous aidez, c'est cool. En fait, on a juste des réponses à nos questions. Nous, on a envie maintenant que vous alliez plus loin et que vous exécutiez, quoi. Tu vois, avoir des réponses à des Ouais. questions, c'est cool sur 2 mois, tu vois. Mais pour les mois d'après, on a vraiment besoin d'exécution, on a besoin de formation, on a besoin de plein de choses. Et donc, on a besoin que vous alliez plus loin. Et c'est pas grave si on doit payer plus. Et donc, en fait, on a eu cette problématique plusieurs fois et on s'est dit, OK, donc là, il faut vraiment créer une boîte, quoi. Sauf qu'à Ok. l'époque, Com avait sa boîte, moi j'étais chez Dream, donc c'était resté un side project. Tu vois. Voilà. Ok, hyper intéressant. Parce que moi, c'est souvent ce que je dis, parce que finalement, vous êtes tombé dans cette boîte aujourd'hui qui marche super bien. On va en revenir, on va y revenir tout à l'heure. Mais tu es tombé dans ce side project qui est devenu aujourd'hui une agence. Et moi, c'est ce que je dis assez souvent. Et je pense que le conseil, et moi, je suis parti dans la formation pour 3 raisons. La Ouais. première, c'est parce que je kiffe faire de la formation. La deuxième, c'est parce que je pense être plutôt bon là-dedans et avoir fait mes preuves à The Family. Et la troisième, c'est quel est l'unfair advantage que tu as pour lancer un business, tu vois. Et je trouve que toi, Ouais. tu as encore rassemblé ces 3 éléments-là. Et tu vois, peut-être que ma formation, ça va devenir plein d'autres choses différentes plus tard. Mais je pense que d'être basé déjà sur ces 3 piliers-là pour entreprendre, c'est quelque chose qui est fondamental, tu vois. Dans le sens Ouais. où de te lancer dans un business, tu vois, j'ai des entrepreneurs que je rencontre tous les jours qui me disent oui, j'ai envie de faire de la crème, j'ai envie de faire du tourisme, des choses comme ça. Je trouve que c'est Ouais. une mauvaise manière de le faire si tu n'as pas eu d'unfair advantage avant, tu vois, ou de Ouais. connaissances, ou tu vois, on parle d'un truc tout con, mais le fondateur de Conto, c'est quand même le fils du président de société, non, d'une grande banque de BNP Paribas, je crois. Ouais. Le fils le président de Conto. Et en Ouais. fait, tu vois, lui, si demain ton père est le président de BNP Paribas, le meilleur moyen que tu as de lancer un business, c'est de lancer un business d'une banque, tu vois. Pourtant, il a essayé avant, il a échoué, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu as souvent envie de rentrer dans un business qui est hyper difficile, dans lequel tu vas galérer à atteindre tes premiers utilisateurs, alors qu'en fait, tu vois, comme toi, tu es juste rentré en fait dans un truc que les gens te demandaient, tu l'as fait, tu as exécuté, et puis derrière, aujourd'hui, tu arrives à monter une boîte. Et moi, je me rappelle aussi d'ailleurs que Grosse Room, ça avait commencé par un contenu. Je sais pas, vous en avez pas fait beaucoup. Ouais. Ça avait commencé Ouais. même par les newsletters avec Com. Je sais pas si tu te souviens. Est-ce que ça, c'est une Exactement. stratégie du coup qui est vraiment confirmée? Comment est-ce que vous avez mis en place? Tu te rappelles un petit peu de comment vous aviez mis en Ouais. place tout ça? Bah, en fait, à l'époque, quand on était encore à The Family, on écrivait pas mal de contenu. Tu vois, en fait, il y avait Ouais. pas de contenu sur le gros, pas de contenu quali. Tu vois, nous, on évangélisait ça un peu en 2015, 2016. Tu vois.
Et la date où on s'était rencontrés d'ailleurs. Et du coup, c'était le début de John Lyon, c'était le début de The Family, enfin pas de The Family, mais tu vois, de ces conférences sur le gros, etc. Et en fait, c'est intéressant que tu parles de ça parce qu'à la base, on avait commencé par le contenu. Et en fait, tu as ces entrepreneurs-là qui s'étaient abonnés à notre newsletter. C'était juste des articles Medium avec une petite pop-up à la fin où tu pouvais t'inscrire. Et en fait, on a eu rapidement 3 ou 4 000 personnes. Et on s'est dit, OK, donc on va en plus faire la com de Grosse Room par ce biais-là. Finalement, pendant les 2 dernières années-là, 2018-2019, on avait abandonné un peu cette newsletter qu'on a repris rapidement là fin 2020, début 2021, avec Marine qui s'occupe de la com chez nous et qui maintenant envoie des newsletters. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on avait repris contact, toi et moi. Ouais. Et en fait, on avait oublié à quel point c'était un canal puissant, quoi. C'était un canal puissant, le côté contenu, la newsletter, etc. Pas n'importe quelle newsletter, tu le sais, tout le monde reçoit des newsletters, mais il faut que ce soit actionnable, quoi. Il ne faut pas que ce soit promotionnel sur la boîte. Personne ne lit des newsletters promotionnels en 2021. Du coup, c'est je dirais ce chemin-là qu'on a pris et qui a fait que la newsletter marche super bien, quoi. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, si vous voulez, pour ceux qui nous écoutent, vous inscrire à la newsletter, c'est vraiment très cool. Et tu as même fait des trucs que j'ai adoré. Et c'est pour ça que je t'avais recontacté. C'était des formations sur 7 jours du gros hacking. Et franchement, tu allais hyper loin dans le contenu. Et c'est très rare de voir ce type de contenu sur des newsletters. Donc, je pense que tu as fait la différence. Tu vois. Enfin, je suis abonné à plein de newsletters. C'est vrai que c'est très actionnable les cours que tu as fait. Est-ce que tu as des résultats? Donc, en fait, l'idée, c'est quoi pour ceux qui nous écoutent? C'est de créer. J'ai vu un peu ton exécution parce qu'on a parlé des newsletters, on mettait aussi un groupe Facebook qui regroupe, je sais pas, 3000, 4000 personnes, 10 000 même, je sais pas. Ouais, groupe Facebook, tu parles de Gros Hacking France? Gros Hacking France, ouais. C'est ça, donc tu as fait. On est 20 000. On est 20 000. 20 000, voilà, tu as 20 000 personnes quand même qui sont sur ce groupe. Je sais que par exemple, tu as posté, donc ça c'est un hack qu'on peut donner par exemple. Donc tu as créé une suite de 7 emails, tu as une suite de 7 emails, une formation classique par exemple sur acquérir des clients B2B. Donc tu fais email 1, je crée mon audience, email 2, je crée mon email de prospection, email 3, voilà. J'automatise tout ça, ouais. Voilà, exactement. Et du coup, là, une fois que tu as ce contenu-là, toi, j'ai remarqué que tu es allé du coup sur des groupes Facebook et je sais qu'on ne pense pas souvent à vendre des trucs sur les groupes Facebook et pourtant c'est une source de croissance extraordinaire. Carrément. Et tu t'es pris d'une manière spéciale. Tu as demandé aux gens de commenter. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi tu as fait ça? Ouais, en fait, tu le fais très bien sur LinkedIn typiquement. Tu as un reach énorme et c'est super. Et du coup, je me suis dit, on a un reach très bon aussi sur LinkedIn, tu vois, peut-être pas autant que le tien, mais pour le coup, ça avait pas mal marché. Mais je me suis dit, en fait, tout le monde le fait sur LinkedIn, peu le font bien, mais par contre, personne ne le fait sur Facebook. Et donc, je me suis dit, OK, on va utiliser la même technique. Est-ce que l'algo de Facebook privilégie les posts qui ont des commentaires? Sachant que LinkedIn, en fait, il y avait tellement tout le monde qui le fait que maintenant, tu es au courant que, en fait, tu sais, je crois même que c'était toi qui me l'avais dit, quand tu mets intéressé sur un post, le côté juste intéressé, l'algo de LinkedIn ne le repère même plus maintenant. Tellement, en fait, il s'est entraîné sur ce truc-là. En fait, il repère beaucoup plus les conversations ou les mots un peu plus originaux sur les posts. Et c'est ce qui fait qu'il donne de l'autorité sur les commentaires. Par contre, Facebook, ils ne sont pas du tout intéressés à ça vu que personne ne le fait, à part sur certains petits groupes. Du coup, je me suis dit, OK, allons-y, essayons de le tenter. Il y a 20 000 membres. Je suis admin du groupe, donc autant profiter de ce là, tu vois. Et du coup, et surtout qu'en plus, je m'occupe de la modération des posts avec Marine. Tu as plein de questions sur le B2B, comment on scrape, comment on segmente, etc. etc. Ouais. Je me dis, OK, donc répondons une bonne fois pour toutes à la question, sans faire de formation, tu vois, hyper détaillée comme toi tu fais, mais un truc plus gratuit sur une série de 7 emails pour se mettre un peu dans les bases. Allons-y. Et au final, effectivement, donc j'ai fait ce post-là où je demande aux gens, où je pars du fait que les gens me demandent ça et je demande aux gens de commenter. Et sur les commentaires, derrière, soit tu mets une automatisation en place comme sur LinkedIn, soit tu ouvres tous les onglets et tu envoies un copier-coller en Messenger avec le lien de la landing page, quoi. Et les gens s'inscrivent. Trop bien. Et du coup, tu as eu combien de commentaires? Je crois que j'en ai eu. En fait, j'ai fait un post sur French Startup, un post sur Gros Hacking France. J'ai dû avoir, je sais pas, 400 personnes à peu près. 400 personnes. Ok, trop bien. Qui est cool, moi, je sais que
Non, non, mais ce que je te disais, c'est ce qui est cool, c'est que ces commentaires-là, quand quand tu le sais, hein, mais quand tu envoies en MP derrière, tu as un taux de conversion qui est juste énorme, quoi. Enfin, c'est pas Ouais, du c'est tout pareil énorme. que si tu postes juste ta landing page, quoi. Donc, c'est Ouais, ça ouais, qui est c'est cool. clair. Moi, je sais que j'étais monté jusqu'à 700 à un moment, commentaires. Et effectivement, le fait de demander aux gens de commenter, ça reach en fait ton post. Et ça me rappelle d'ailleurs une histoire que tu m'avais racontée chez Dream. Tu te rappelles? Le hack que tu avais fait sur LinkedIn où du coup, tu avais même mis une ads. Vas-y, je te laisse l'expliquer parce que je pense que tu l'expliqueras mieux que moi. En Non, tout cas, voilà, juste pour ceux qui nous écoutent, tu te rappelles de la publicité où les gens, le test de dormeur Ah là, oui, 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 de c'était chez sur Dream, ils avaient Facebook. fait un truc comme ça. Et ça avait fait baisser tes CPC de dingue. Donc en gros, vraiment, si vous voulez faire une publicité ou une communication sur les Facebook, il faut absolument demander aux gens de commenter. Après, vous avez des techniques pour automatiser tout ça, mais c'est vraiment ce qui va vous faire booster votre reach. En général, sur un post Facebook, tu fais du 10 commentaires max, tu vois. Et je sais que tu as plein de trucs hyper intéressants à faire, mais d'abord, j'aimerais bien que tu racontes un peu ce que tu as fait chez Dream et comment tu peux du coup baisser ton CPC, donc ton coût par clic sur Ouais. une publicité Facebook. C'est-à-dire que limite, à un moment, tu avais, je sais pas, 100 000 personnes, je sais pas, 100 000 vues, tu payais pratiquement plus rien sur la Ouais, publication. tu pratiquement plus rien. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est comprendre le fonctionnement Facebook, le fonctionnement des ads Facebook, tu vois. Dans tous les cas, tu le sais, hein, c'est hyper opaque. Enfin, l'objectif de Facebook et de Google Ads, etc., c'est de faire dépenser ton budget. Mais ce qui est intéressant, c'est que comment ils déterminent ton coût par clic, ton coût d'acquisition, ton engagement, etc. Enfin, en tout cas, tes coûts sur une ad, bah, justement, par rapport au degré avec lequel il doit forcer pour avoir ces engagements-là, tu vois. Si il doit te montrer une ad pendant, je sais pas, 300 fois pour avoir un clic, tu vas payer beaucoup plus cher au clic que s'il doit le montrer une fois pour avoir un clic, tu vois. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le CTR. On en avait pas mal parlé. Mais voilà. Et ce qui fait que nous, par exemple, avec, donc pour expliquer, en fait, nous, chez Dream, donc comme je vous ai dit, on fait un bandeau pour le sommeil. On avait pas mal d'expertise sommeil. On devait lancer le produit. Et ce qui était intéressant, c'est que chez nous, on avait vachement d'expertise sommeil, mais par contre, on avait un produit mais hyper complexe, avec plein de barrières, qui coûte cher, qui est hyper tech, qui est contre-intuitif, parce que bon, personne se réveille le matin en se disant bon bah je vais mettre cette nuit, je vais mettre un bandeau sur la tête pour mieux dormir. Donc en fait, il y avait vraiment un enjeu d'éducation, encore une fois, avec des emails, etc. On s'est dit bon, pour éduquer, il faut avoir des emails, et surtout en lancement, il faut chauffer les gens pour ensuite convertir cette base-là. Et pour se constituer cette base-là, on avait notre expertise sommeil, donc on a construit un test sommeil d'une vingtaine de questions, entièrement gratuit, qui est encore disponible d'ailleurs, parce que c'est le meilleur canal d'acquisition de Dream, d'une vingtaine de questions. Et à la fin de ces 20 questions, quand vous les prenez, quand vous y répondez, vous avez votre score de sommeil sur 100 et des conseils personnalisés en fonction de vos réponses. Et ce test-là, pour le partager, pour avoir vos réponses, évidemment, il faut donner votre email. Ce qui est intéressant, enfin vos résultats, pardon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est dit, bon, on a créé ce test-là, comment on va le partager? Il y a plusieurs moyens de le partager, mais un des moyens, ça a été effectivement de faire une Facebook Ads. Et à notre grande surprise, ce qui nous a agréablement surpris vraiment, c'est que quand on a fait cette ad Facebook, on a très rapidement eu des coûts par clic hyper bas, mais qui ont continué à baisser parce que dans les commentaires, les gens non seulement prenaient le test, mais commentaient et taguaient leur entourage en leur disant voilà, j'ai eu je sais pas, 75 de score de sommeil. Et du coup, ils taguaient leur entourage, ce qui fait que ces gens-là qui étaient tagués prenaient le test aussi, etc., etc. Donc au final, on payait de moins en moins, voire même parfois plus, Facebook pour avoir des leads, parce que organiquement, en fait, les gens arrivaient sur le test, quoi, via les commentaires, via les engagements, via le partage des gens. En fait, il y avait, je crois que j'ai un screen dessus, mais je crois qu'il y avait des ads où on avait, je sais pas, 5000 partages sur une ad, tu vois. Il n'y a personne qui partage une ad, quoi. Et en fait, ces partages-là, forcément, on les payait pas. Et donc, c'est comme ça, au final, qu'on a réussi à baisser vachement le CPC. Les quiz, enfin, tout ce qui est lead generation, lead magnet, pardon, c'est un truc qui marche vachement pour baisser ton coût par lead, hein, c'est évident. Donc, voilà. Ouais, ça c'est vraiment ta spécialité, j'ai l'impression, hein. C'est marrant, même quand on faisait des cours ensemble, c'est tout à la fin, les élèves voulaient tous. Moi, j'appelle ça un cheval de Troie, tu sais, mais c'est
comment ça s'appelle, Engineering as Marketing. C'est comme ça que ça s'appelle, Ouais, tu sais, dans les cas dans les d'acquisition ouais. de traction. Et c'est vrai que c'est un truc qui est hyper intéressant quand tu dois, bah, toi, typiquement, tu vois, tu fais des formations sur une semaine pour ensuite nurturer ton lead jusqu'à lui faire prendre conscience qu'en fait, il a vraiment besoin de toi parce qu'il va galérer dans l'exécution. Et tu le sais, en fait, hein. Tu le sais que quand Ouais. tu lui parles du liquid, et je sais pas si c'est un truc exprès, mais le liquid, c'est un langage, pour ceux qui ne savent pas, c'est un langage qui permet de créer des conditions dans un email, ce qui fait que ça vous permet de scaler votre email. Et du coup, tu le sais que le mec va galérer à faire ses campagnes, que toi, tu montres ton autorité en faisant tout ça. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant et on va revenir tout à l'heure. Mais d'ailleurs, par rapport à ce que tu m'avais dit avant, tu sais, quand les gens repèrent intéressés sur LinkedIn, et moi, j'essaie justement de changer ça. Tout à l'heure, la dernière fois, de mon dernier post, j'ai essayé de dire, bon, ok, les gars, en fait, j'ai coaché les 10 dernières personnes de ma formation et ils sont passés de 1000 à 150 000 vues. Donc, en fait, viens, on le fait ensemble. Et on a fait un cours à HEC la veille et je m'étais amusé à le faire où en fait, je leur montrais des frameworks et ils essayaient vraiment de montrer, d'écrire leur why à chaque fois parce que c'est vraiment le problème à chaque fois. Enfin, pour moi, des entrepreneurs, c'est qu'ils savent pas pourquoi ils font un truc, tu vois. Bien Enfin, sûr. le pourquoi, même eux, ils se disent non, mais en fait, on va faire des fonctionnalités. En fait, les gens vont utiliser mon produit parce qu'ils ont envie de fonctionnalités, tu vois. Non, en fait, c'est pas ça. Ouais, bien Moi, sûr. les gens font ma formation pour gagner de l'argent, tu vois. Ils font pas ma formation pour, enfin, se former au gros hacking, ils s'en tapent, tu vois. Ce qu'ils veulent, c'est avoir Ouais, des clients B2B derrière. Donc, s'ils n'ont pas de clients B2B, c'est que j'ai pas accompli mon why. Mais du coup, tu vois, sur LinkedIn, je pense que c'est devenu hyper compliqué parce que j'ai fait ce post et j'ai pensé vraiment être clair en leur disant, bon, bah voilà, pitcher avec ce framework-là, comme je viens de le faire dans ma description, dans mon post, pitchez-le et je vous donne mon avis. Il n'y a personne qui a commenté ce post. Et pire que ça, il y a des gens qui m'ont dit, je suis chaud, je suis intéressé. Trop chaud pour recevoir ça, Kevin. Et en fait, du coup, on dirait que je suis dans un pod, alors que pas du tout. Tu vois, c'est juste les gens qui comprennent pas ce que je veux leur demander. C'est quand même ouais, lunaire. ouais. Donc, je pense Mais parce que que tu as une espèce ils de. sont formatés Ouais, sur le côté LinkedIn où tu arrives sur LinkedIn, tu n'as que des posts LinkedIn, quoi, tu vois. ouais, C'est c'est ça ça, le mais truc. c'est devenu insupportable. Tu vois, t'as vraiment des gens qui disent intéressés pour tout et n'importe quoi. Et j'ai l'impression qu'il va falloir réussir à. Bah, tu vois, ça me donne une idée de poste à faire plus tard parce que il va falloir essayer de dire, OK, bah, comment t'intéresser maintenant. Mais je suis d'accord avec toi que je pense que LinkedIn finalement le voit. Et là, je suis en train, j'ai baissé un peu sur mes reach à cause de ça. Et bon, c'est un peu le classique. Et alors, du coup, moi, j'avais une autre question par rapport à ça et ta création de contenu. Moi, je sais que par exemple, tu vois, c'est un sujet que j'ai rencontré dans mon business. Par exemple, j'ai eu plein de personnes qui s'inscrivent sur mon site. J'ai plus de 1000 personnes qui se sont inscrites en quelques mois. Et Mhm. le problème, c'est qu'en fait, tu as un vrai problème pour communiquer avec ces gens-là. Parce que quand les taux d'ouverture des emails sont faibles, Ouais, garder un contact par email, c'est devenu vraiment extrêmement compliqué. Est-ce que ouais. toi, tu as des choses, tu vois, par exemple, moi, un hack que je suis en train de faire avec SalesRoom, donc c'est un outil qui va sortir dans pas longtemps, c'est qu'en fait, je demande aux gens de rajouter une personne sur LinkedIn, donc un faux profil sur LinkedIn, pour ensuite créer une audience sur ce profil-là et ensuite pouvoir leur envoyer des messages automatiques. Tu vois, en fait, en gros, si je fais mon lancement, j'envoie un message à tous mes premières relations et derrière, j'ai enfin, je suis sûr qu'ils vont voir mon message, tu vois. Pareil, si je fais du contenu, je suis sûr que ce sont les gens qui sont dans ma boîte, enfin, qui sont intéressés par mon produit, qui vont regarder mon message. Est-ce que toi, tu as des techniques comme ça, peut-être pour augmenter ton taux d'ouverture sur tes séquences et est-ce que tu as des canaux d'acquisition comme ça? Est-ce que tu utilises la Ads, par exemple, pour vraiment montrer les messages? Est-ce que tu as investi un budget pour pouvoir montrer, en fait, et faire avancer ton funnel dans un engagement de plus en plus important? Ouais. Bah non, déjà, c'est un bon move, le côté profil LinkedIn, tu vois, avec le réseau, message automatisé. En soi, pour augmenter ses taux d'ouverture, honnêtement, tu vois, par exemple, bah, tu parlais de la mini-série par email, la mini-formation là qu'on a par email sur Product Market Fit ou Outbound B2B. On a sur l'entièreté du funnel, c'est-à-dire tu prends tout le taux d'ouverture, la moyenne des 7 emails du taux d'ouverture, les gens qui vont jusqu'au bout, etc. On a 80% de taux d'ouverture. Et en fait, tu te rends compte d'un truc, c'est que tu peux faire un email quali ou non, tu peux faire un titre quali ou non. Évidemment, le titre, c'est ce qui marche, enfin, c'est ce qui va, quoi qu'il arrive, faire que tu vas augmenter ton. Enfin, en tout cas, pouvoir, tu vois, bien gérer le delta d'ouverture, tu vois, donc de taux d'ouverture. Donc, quoi qu'il arrive, le title, c'est un truc à gérer. Mais ce que j'ai remarqué vraiment, c'est que pour avoir un très bon taux d'ouverture, il faut juste comprendre qu'il faut faire de l'hyper personnalisé, quoi, tu vois.
Et je pense que c'était un vrai sujet. Nous, par exemple, si on avait posté la landing page de la formation Product Market Fit comme ça sur LinkedIn, non seulement on aurait eu moins d'inscrits, mais en plus de ça, ils n'auraient pas lu le truc, tu vois. Parce qu'en fait, ils se seraient pas sentis vraiment privilégiés, en fait, tu vois. Et je pense que c'est un vrai sujet. La segmentation, pour moi, c'est la première brique à avoir. Si tu arrives à hyper segmenter tes bases, quoi qu'il arrive, tu auras un taux d'intérêt, un taux d'ouverture qui sera ouf. Ça, c'est vraiment ce que j'utilise. Enfin, ce sur quoi je me focus avant même de créer des emails. La deuxième chose que tu peux... Donc, il y a évidemment le titre à vraiment gérer quoi qu'il arrive. Et la troisième, tu me disais, ouais, sur les lancements, est-ce que tu fais des ads pour promouvoir tout ça, etc. Bah, en fait, nous, on a vachement une logique, et c'est ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on a vachement une logique de test and learn. C'est qu'en fait, tu peux tout promouvoir maintenant. Tu peux tout booster, tu peux tout promouvoir. Mais le problème, c'est que si tu essayes de promouvoir des choses qui ne marchent pas, notamment, tu vois, ça, je pense que tu captes, mais tu sais, les posts Facebook des boîtes, tu sais, quand elles ont leur page Facebook, elles font un post, personne ne le lit, et en plus, elles balancent 3 balles pour le booster. Et ça, juste qu'on soit clair, tu crames du cash sur ça. Il n'y a même pas en fait d'autres termes que cramer, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va le lire, ton truc. Et donc, en fait, cette démarche qu'on a de test and learn avec les clients, c'est qu'on se dit, OK, vous voulez promouvoir via de l'ADS, soit. Mais par contre, essayez de promouvoir uniquement les choses qui marchent en organique. Et si ça marche en organique, let's go. Et ben nous, typiquement, avec la formation par email, ce qu'on est en train de voir, c'est que ce que tu disais derrière, c'est que à la fin des 7 emails, combien on convertit de boîtes? Et si on en convertit assez, derrière, on va essayer de promouvoir ça sur Facebook en mode formation gratuite de 7 emails, tu vois. Justement, avoir des clients derrière. Nous, on n'est pas un business de formation, tu vois. On veut juste avoir des clients derrière. Et si derrière, on se dit, OK, on met 1000 € de budget, et sur ces 1000 €, on a je sais pas, peut-être 3000 personnes qui font la formation, et sur ces 3000, on arrive à convertir 5 clients. Ça fait qu'on a, tu vois, 200 € de coût d'acquisition, ce qui est super pour nous, parce qu'on a un gros panier moyen. Et ben derrière, let's go, on continue et on le fait. Mais on est toujours dans cette logique de test and learn, tu vois, pour promouvoir en ads les contenus qu'on fait. Ok, donc je comprends bien, c'est d'abord tester en organique et ensuite mettre de l'argent pour pouvoir voir ce que ça marche. Je suis totalement dans cet état d'esprit. Moi, j'ai dépensé 0 € en budget marketing depuis que j'ai lancé mes formations. Je suis un énorme, je sais pas si je suis comme un Guillaume Houbèche, on va dire, je suis un énorme crevard dans le marketing. Mais en tout cas, c'est vrai que, en fait, quand ça marche organiquement et ça marche, en vrai, ça marche, tu vois. Ça se voit quand ça marche, en vrai. De toute façon, il n'y a pas de. C'est pour ça que les datas, parfois, quand tu es dans le gros hacking, on dit oui, il faut que tu traques tout. Oui, mais en fait, quand tu vois que ton expérimentation, elle marche. Donc, fine, tu vas continuer à le faire. Et moi, juste par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai l'impression aussi, pour augmenter encore une fois le taux d'ouverture des emails, j'ai l'impression que ça se joue vachement sur. En fait, les gens reçoivent tellement d'emails qu'à mon avis, ils repèrent les senders, tu vois, et ils vont choisir que les personnes qui vont ouvrir ou pas. Tu vois, c'est con, mais t'as l'impression que tu as un dixième de seconde de cerveau à ouvrir. Ce qui fait que, par exemple, si tu arrives sur une newsletter que tu aimes bien ou un mec que tu aimes bien, tu vas l'ouvrir. Et j'ai l'impression que le fait d'envoyer un email par jour, comme une formation à un email par jour, ça engage l'utilisateur sur la durée. Du coup, il attend son email un petit peu. Ce qui fait que quand il va ouvrir ses emails, il va avoir envie de cliquer dessus. Et moi, je sais que j'avais aussi un autre hack, c'était de demander aux gens de te répondre. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est ce que tu fais aussi? Ah bah voilà, tu vois, comment vous le faites, vous, du coup? En fait, à la fin, on leur dit, de toute façon, et c'est ce qui est vrai en plus, c'est qu'à la fin, on leur dit, alors juste pour répondre à ta sous-jacente juste avant, en fait, du coup, ton objectif quand tu envoies un email par jour, c'est qu'ils te reconnaissent. Et du coup, nous, on a toujours, du coup, tu t'es inscrit, donc tu le sais, mais il y a email 1, 2 points, la segmentation de votre base. Le lendemain, email 2, 2 points, etc. Donc, c'est vraiment, tu vois, ils savent que c'est leur formation qui arrive aujourd'hui, quoi. Donc, ça, c'est cool parce que derrière, ils nous reconnaissent. Et dans le premier email, ce qu'on leur dit, c'est un email d'intro et on leur dit, voilà, vous allez recevoir 6 ou 7 emails, un par jour. Si vous voulez vous assurer de tous les recevoir, répondez à cet email parce que ça va nous augmenter en fait notre délivrabilité. Et du coup, vous pourrez recevoir tout en principal. Et en fait, on reçoit mais vachement de love. On a ça à la fin de chaque email et on reçoit vachement de love. Des gens qui nous envoient juste un cœur, tu vois, mais juste pour faire l'action de répondre. Donc, nous, c'est parfait pour la délivrabilité. Et tu en as d'autres qui en profitent, un cœur plus un feedback. Ah ouais, trop cool. Par contre, est-ce que je pourrais recevoir tout sur la même journée? Enfin, tu vois, des trucs. C'est cool.
cool parce que du coup, tu reçois du love et tu dis, bon, j'ai pas travaillé pour rien. Je pense que c'est pareil pour toi. Quand tu fais de la Ouais. formation, c'est hyper cool d'avoir ce genre de truc. Et donc, oui, la délivrabilité, elle augmente vachement quand les gens te répondent. Et donc, c'est hyper important de demander aux gens de le faire, quoi. Tu as Trop d'ailleurs bien. Julien Shapiro sur sa newsletter, tu ne la reçois pas si tu ne réponds pas à son premier email. C'est-à-dire que tu n'es pas Ah inscrit. ouais? Tu donnes ton email sur son site, tu reçois un email d'opt-in et il te dit OK, merci d'être vous être inscrit. Répondez à cet email, sinon vous ne recevrez rien, quoi. Et tu es C'est obligé. génial. J'adore l'idée. Donc, voilà. J'adore l'idée. Donc, oui, effectivement, moi, c'est un gros problème que j'ai eu et je ne comprenais pas. Je dis, mais c'est quoi ce bordel? Je ne comprends pas. Les gens n'ouvrent pas mes emails. Pourtant, j'essaie Ouais. d'apporter tu vois, c'est un taf, hein, en fait, de faire un email. Hein. Donc, je ne comprenais pas. Et c'est vrai que j'ai testé des trucs. Donc, c'est vraiment l'engagement, le titre, comme tu l'as dit, la durée. Apporter surtout de la valeur, content is king, de toute façon, c'est la base. Hein. Si la personne voit que tu n'as pas apporté de valeur dans ses emails, il ne va pas te relire après. Et alors derrière, comment ça se passe? C'est ça la question, c'est que comment tu arrives à les pusher? Est-ce que tu fais des relances? Tu fais pas de relances? Ouais. Est-ce que tu vas les ajouter sur un autre canal pour essayer de continuer à les nurturer, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors moi, je suis partisan du marketing non agressif. Alors non agressif, tu vois, si par exemple on fait de l'outbound, évidemment, il faut être agressif dans le sens où il faut envoyer des follow-up. Par contre, sur ce genre de sujet un peu plus organique, je pars du principe que les personnes qui ont perçu notre valeur, on n'a pas besoin de les relancer pour qu'ils se disent OK, c'est Grosse Room la solution, tu vois. Et c'est ce qui arrive, tu vois, là-bas. Hier, on a reçu un mail d'une belle boîte qui s'appelle Je rêve d'une maison, qui a suivi tout le truc et ensuite qui nous a contacté. Bravo pour votre formation, etc. En fait, tout ce qu'on a, c'est à la fin du dernier email, on leur dit merci de nous avoir suivis. Évidemment, si vous avez envie d'aller plus loin, il y a Grosse Room. On peut exécuter pour vous, on a un collectif, etc. Maintenant, donc, c'est pas qu'un au revoir. Euh, on va vous basculer automatiquement dans notre liste de newsletters. Donc, vous allez recevoir un email par semaine, mais plus newsletter classique sur nos tips, des nouveaux outils qu'on perçoit, etc. Si vous voulez pas, répondez à cet email et on vous enlève. Mais automatiquement, vous allez être basculé. Et en fait, je crois que sur les milliers de personnes qui ont suivi cette formation, il y aura une personne qui nous a dit merci pour votre contenu, très intéressant, mais je ne souhaite pas être inscrit à la newsletter. Et donc, en gros, on l'a enlevé. Et ce qui fait qu'en Du coup, tu fait, l'envoies. Ouais. c'est notre canal d'acquisition pour notre newsletter, tu vois, en fait, Ouais. les formations. Ouais. Derrière, tout le monde est nurturé via les formations et via les newsletters. Et au final, tu vois, ça enchaîne. Surtout qu'au newsletter, quand on sort, je sais pas, tu vois, quand on cartonne un client, on fait parfois des cas pratiques qui prennent du temps. Donc, on n'en fait pas beaucoup des cas pratiques. Mais quand on en fait un, on le poste sur la newsletter. Les gens le lisent, se disent ah ouais, ils ont cartonné ce client, c'est dans mon secteur. Allez, let's go, tu vois. Et au final, Ouais. ça, c'est une boucle un peu organique, tu vois. Mais on pousse pas plus que ça. Parce que si on pousse D'accord. plus que ça devient trop agressif et c'est pas le sujet, quoi. Ouais. Alors, t'as totalement répondu à ma question. Hein. Je disais pas pousser plus que ça, mais c'est quoi Oui, l'étape oui, oui. après? Donc, effectivement, Quoi, les- l'étape après, c'est tu les rajoutes dans une newsletter. Et est-ce que tu vas, pourquoi pas, essayer. Moi, je suis en train, par exemple, avec Salesroom, en train d'essayer de développer un outil. Tu sais, à l'époque, il y avait la possibilité de trouver l'email, enfin, le profil LinkedIn en fonction de l'email de quelqu'un. Ça, c'est un truc qu'on avait fait qui était très, très cool. Enfin, de profil LinkedIn en fonction d'un email. Et du coup, on est en train de développer un outil qui te le trouve automatiquement pour aller ensuite le rajouter directement sur LinkedIn. Et si tu as une stratégie de contenu sur LinkedIn, c'est hyper intéressant de pouvoir nurturer la personne aussi, tu vois, sur LinkedIn. Parce que Ouais, finalement, en fait, dans le contenu, il y a vraiment deux variables. Enfin, moi, j'en vois un avec tout ce qu'on va se dire, c'est la confiance. C'est-à-dire que tu vas leur montrer qu'ils ont besoin de toi, donc ouais, par la légitimité, par tes use cases, par la valeur que tu vas leur apporter, et aussi le timing. Parce qu'en fait, les gens, et moi, c'est ce que je remarque aussi dans ma formation, les gens ont envie de votre solution, mais soit il n'a pas l'argent pour l'instant, soit c'est pas sa priorité parce qu'il est sous l'eau, soit parce que sa petite fille elle est malade, soit parce qu'il a un déménagement, soit parce que truc, c'est pas cher. Donc du coup, en fait, j'ai l'impression que tu n'as pas le choix de garder contact avec cette personne-là. C'est comme si ça devient en fait une relation, tu vois, comme avec ouais. tes amis. Il faut que tu arrives à les tenir au courant, savoir ce qu'ils font, etc. Et du coup, c'est par le contenu que tu vas le créer. Et je pense que c'est extrêmement intéressant de pouvoir le créer comme ça. Et si tu as d'ailleurs d'autres éléments à ajouter sur la confiance et le timing, bon, moi, c'est les deux variables. Bah, la confiance, du Non. coup, c'est intéressant, mais si vous n'êtes pas sur de l'outbound et que vous faites de l'inbound, comme là, ce qu'on est en train de discuter, franchement, je vous donne ce conseil-là, mais soyez, euh,
frais, quoi. C'est-à-dire, soyez, ne poussez pas le truc plus loin. C'est-à-dire que il a vu votre contenu, le prospect, super, enfin, ou la personne, super. S'il a envie, il va convertir. Effectivement, le boulot, c'est derrière de pouvoir le tenir au courant, mais n'allez pas le relancer 15 fois si c'est pas de l'outbound, hein, parce que l'outbound derrière, voilà, mais sur le contenu que vous faites, des gens qui lisent, etc., vous avez l'email. Enfin, faut pas être hyper agressif, sinon derrière, faut garder une bonne image. Comme ça, quand ils repenseront à vous via le timing, comme tu dis, je sais pas, c'est bon, c'est redevenu une prio. Ah ouais, j'avais une bonne image de cette boîte-là, je vais les recontacter. Et là, c'est donné, c'est du pain béni. C'est exactement ça. Et même, tu as de la recommandation organique parfois. Moi, c'est un truc de dingue. Oui. C'est-à-dire que parfois, je parle avec quelqu'un qui a pas du tout envie de mon truc, mais derrière va me recommander enfin, c'est ce qui m'arrive. J'ai de l'inbound organique de grands groupes maintenant qui viennent me voir parce que j'ai juste parlé avec quelqu'un. Donc, en fait, c'est un effet boule de neige. Effectivement, c'est fastidieux au début parce que c'est long, c'est flat et d'un coup, ça s'accélère. Et alors, du coup, par rapport à l'inbound, et tu as parlé un peu t'as dit un mot-clé et du coup, forcément, moi, tu vois, ça me petite lumière qui s'active au-dessus de moi. Tu as dit outbound. Du coup, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'outbound parce que tu vois, moi, j'aimerais bien. Enfin, moi, en tout cas, ma vision de l'outbound, c'est qu'aujourd'hui, par rapport au timing et par rapport à la confiance, c'est difficile d'approcher quelqu'un à froid sans qu'il ne te connaisse pas ou sans qu'il ait déjà entendu parler de toi. Toi, comment est-ce que tu t'y prends par rapport à ça? Est-ce que tu as des techniques que tu pourrais partager et quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'outbound? Alors, les techniques à partager. Alors, déjà, avant de se lancer dans l'outbound, il faut effectivement qu'ils mettent en place des choses dans l'inbound, tu vois. C'est ce qui va permettre, en fait, de mieux connaître sa base, de mieux connaître son marché, mais surtout de voir s'il y a un product market fit. C'est les deux, je dirais, c'est les deux prérequis pour aller faire de l'outbound. C'est-à-dire avoir un product market fit et bien connaître sa base. Une fois qu'on arrive à avoir ces prérequis-là, via l'inbound, on peut attaquer l'outbound. Pour vous dire, et moi je suis franc, hein, avec Grosse Room, on ne fait pas d'outbound. On en a fait une fois, ça a cartonné tellement qu'en fait, on a arrêté ce truc-là. D'ailleurs, c'est le sujet de la formation Outbound B2B qu'on avait faite là, sur les 7 emails, où on parle de notre outbound sur les boîtes lyonnaises. Et on a arrêté parce qu'en fait, il y avait du monde, tu vois. Et donc, maintenant, on marche que sur l'inbound. Et du coup, pour vous dire, enfin, si l'inbound déjà est suffisant, allez-y, essayez de scaler, etc. Si vous avez les prérequis et que vous voulez vraiment aller chercher plus de clients parce que vous avez la possibilité de scaler, let's go sur l'outbound. Et donc, sur l'outbound, les conseils que j'ai, encore une fois, on revient sur l'hyper-personnalisation et l'hyper-segmentation. Donc, si vous connaissez votre base, super. Vous n'allez pas envoyer un email à 10 000 personnes d'un coup. Pour l'outbound, il faut vraiment hyper segmenter sa base et leur parler de manière hyper personnalisée, quoi. Si vous arrivez à hyper segmenter, la personne qui va se recevoir l'email, il va se dire « Ok, donc il me parle vraiment à moi, quoi. C'est un email one-one, là. C'est le gars, comment il a fait pour comprendre que j'avais telle problématique, que j'ai tant d'employés dans ma boîte, que j'ai une équipe grosse et que j'ai et que je vais avoir ces priorités-là plus tard, tu vois. Et que j'habite à Lyon, par exemple. » Mais du coup, tu vois, c'est ce genre d'élément qui fait un taux d'engagement et un taux derrière de rendez-vous énorme. Et donc, c'est mon premier conseil, après avoir les prérequis, c'est de faire de l'hyper-segmenté. Et du coup, hyper-segmenté, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas aller scraper des bases de 10 000 personnes, quoi. Vous chopez un persona qui est hyper pertinent et vous y allez, même si c'est à la mano, vous y allez, vous référencez quelques petites problématiques sur des Excel. D'ailleurs, j'avais vu que tu avais fait ça, tu avais automatisé ce truc-là sur Spreadsheet. Et en fonction de ça, derrière, tu envoies une cadence lemlist et ça part. Et pour répondre plus concrètement à ta question en 2 secondes, comment tu fais de l'outbound? Pour moi, il y a vraiment, c'est vraiment une cadence automatisée où tu encadres le prospect, quoi. Call mailing, LinkedIn, retargeting, etc., quoi. Ouais, exactement. On a la même stratégie sur l'outbound. Et moi, et c'est marrant parce que j'ai souvent des gens au téléphone. Je dis, moi, je suis expert outbound, B2B, mais je ne fais plus du tout. J'ai plus le temps d'en faire. Donc, en fait, si tu gères bien, et franchement, c'est un problème hyper, j'ai un peu l'impression que c'est ce que tout le monde veut.
Et j'ai l'impression que nous deux, on a réussi à l'avoir de manière assez organique. On a trouvé un produit market fit. Et c'est vrai que même moi, j'ai plus le temps de faire de l'outbound. Je vais en faire un petit peu. Et je pense, du coup, je me dis, je vais recruter des gens pour pouvoir le faire. Ouais. Parce que du coup, la croissance, ça se drive aussi. Ouais, voilà, faut un peu scaler, surtout que, enfin, l'inbound, c'est bien, et du coup, tu as des prospects qui sont beaucoup plus chauds, mais c'est vrai que moi, j'ai la même stratégie que toi de rajouter des gens, proposer de la valeur. D'ailleurs, j'ai un truc sur ma chaîne YouTube pour essayer d'aller récupérer les gens qui follow des pages. Franchement, par exemple, sur LinkedIn, mais c'est une foire à saucisses, quoi. Enfin, en gros, tu peux vraiment récupérer tous les prospects de tes concurrents. C'est un truc de dingue. Même les miens, d'ailleurs, j'en suis conscient. C'est-à-dire que quelqu'un qui va poster mes posts, tu peux aller scraper tout ça, les ajouter, te faire une base et essayer de les ajouter, par exemple, sur ta newsletter ou sur des choses comme ça. Donc, en fait, c'est hyper facile aujourd'hui de voler les clients de tes concurrents. Il faut juste, voilà, se créer une audience et bien sûr créer du contenu sur LinkedIn sans audience. Il faut aller chercher des gens qui sont dans votre page ou des gens qui suivent des gens qui suivent aussi, tu vois. En gros, aujourd'hui, c'est assez simple de le faire. Et d'ailleurs, moi, je suis assez d'accord sur aussi l'hyper-personnalisation. Et je trouve que d'ailleurs, il y a 99% des outils qui sont très mal utilisés à cause de ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de rajouter des variables de personnalisation qui soient pertinentes, tu vois. Moi, par exemple, j'avais fait, enfin là, du coup, il y a une extension qui va sortir, j'ai trop hâte. T'imagines, c'est ma première extension, mon premier SaaS. J'ai la grosse pression, mais c'est hyper cool parce que ça te permet de récupérer, tu vois, des variables. Attends, je peux peut-être essayer de te montrer en rapide. Je sais pas si je peux le faire avec cet outil. Je suis hyper chaud de voir ça parce qu'en plus, on pourrait grave l'utiliser. Ça va dépendre aussi de la connexion. Et tu vois, c'est cette extension-là. Profil Lemlist. Là, j'ai une connexion un peu de merde. On va voir. Et du coup, en fait, tu vois, cette extension, elle te permet de rajouter automatiquement quelqu'un dans une campagne. Oula, il y a trop de trucs qui sont pas là. Et du coup, tu vois, ça te récupère automatiquement l'email, automatiquement le numéro, la compagnie, le pass de job, etc. Et là, tu as un hook, tu vois. Et du coup, ce hook-là se rajoute dans une campagne, tu vois. Et donc, tu as juste à rajouter des variables ici. Donc là, tu vois, je rajoute ma campagne. Tu vois, j'ai plein de campagnes comme ça. Je fais choisir la campagne. Et donc, ça va me générer, tu vois, tu as un Tegromat aussi qui marche. Et d'ailleurs, je peux rajouter des variables qui vont s'intégrer automatiquement dans l'email. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, tu peux en rajouter autant que tu veux. Donc, tu préconfigures tes variables. D'ailleurs, tu rentres juste 1, 2, 3. Donc, par exemple, j'ai vu que tu travailles chez Lemlist. On travaille avec compagnie 1, compagnie 2. J'ai des créneaux mercredi 15 à midi. PS, j'adore votre dernière mise à jour à Lemlist V3. Tu vois. Là, tu fais juste save and send. Et derrière, ça t'envoie ça directement chez le lead, quoi. Et ça, tu vois, c'est un élément de personnalisation qui peut être hyper intéressant aussi pour des recruteurs ou pour des personnes en plus de leur business. Donc, ouais, en tout cas, voilà, on en reparlera si tu veux tester le truc. Ça sort la semaine prochaine en bêta. Et effectivement, en fait, ça dépend, tu vois, aussi de ton panier de lead, quoi. Parce que moi, je pense qu'il faut automatiser ton premier tiers à 100%. Prospecting, tout ça, c'est bien. C'est-à-dire que tu leur envoies un contenu gratuit comme tu as, par exemple, ta formation. Tu dis, hello, j'ai ma formation gratos sur une semaine. Regarde-la et à la fin, tu vois ce que ça donne. Ton deuxième tiers, où là, effectivement, il faut que tu personnalises un petit peu plus. Et ton troisième, avec une valeur un peu plus importante. Et donc, du coup, le 2 et 3e tiers, effectivement, l'extension que je viens de montrer, ça peut être hyper intéressant pour aller les démarcher de manière plus efficace. Moi, je le vois, de toute façon, les gens, je te montrerai un peu les messages que j'ai. Les gens me remercient de les avoir prospectés parfois. Ils disent franchement merci, ça fait trop plaisir. Donc, c'est hyper cool. On arrive à la fin, du coup, il nous reste peut-être 10-5 minutes. Ce que je te propose, c'est que tu puisses rajouter des petits éléments qui puissent aider les gens. Par exemple, moi, j'ai une question. À partir de quel moment par rapport à ton business, à partir de quel moment on peut aller externaliser sa croissance, tu vois? Est-ce que tu recommandes plus d'aller vers le début de lancement d'un projet ou est-ce que tu recommandes au contraire d'attendre d'avoir des clients? Et voilà, comment est-ce que toi, tu perçois ça et quelle est la vision des grosses que tu rencontres aujourd'hui? Quelle est ta vision aussi à toi et comment est-ce que tu pourrais l'améliorer au quotidien? Moi, en fait, j'ai un peu ce truc où j'ai commencé dans le gros en accompagnant des entrepreneurs, tu vois. C'était pas du pro bono, j'étais payé pour ça à l'époque as a family, mais c'était pas de l'externalisation, tu vois. Mon job, c'était d'aider des entrepreneurs à croître. Et en fait, j'ai gardé un peu ce truc-là,
ce parti pris entrepreneur où en fait maintenant 50% des boîtes qui viennent me voir en me disant ouais, j'ai besoin de toi pour ma croissance, j'ai besoin d'externaliser. Je dis mais en fait ça tu peux le faire toi-même mec. Enfin c'est des trucs tu vois. Le conseil que je peux donner c'est que en fonction du stade de votre boîte, réfléchissez vraiment si vous avez besoin d'externaliser ou non. Parce que externaliser ça demande un budget. C'est pas parce qu'on est growth et qu'on sait faire des choses à partir de rien qu'on va coûter que dalle. Hein. Enfin, ça, c'est un vrai sujet que les gens ne pensent pas, tu vois. Ils bookent des calls. Ah, j'aimerais bien avoir 30 000 emails d'un coup et j'ai 500 euros de budget, tu vois. Et mec, c'est pas possible. Par contre, ce que je dis aux entrepreneurs, c'est que tu peux un petit peu travailler la stratégie. Donc, comme on disait, en fait, tu vois, tout à l'heure, tu commences à travailler l'inbound, tu commences à travailler du contenu pour te faire ton audience, etc. Ça, c'est des trucs que tu as fait gratuitement, que j'ai fait gratuitement, qu'on a fait gratuitement chez Grossroom, pour Grossroom, tu vois. Et typiquement, les entrepreneurs qui démarrent ou qui n'ont pas beaucoup de budget encore, qui n'ont pas fait de levée, etc., bah, c'est tout à fait, c'est ce que je leur dis, en fait, c'est que vous n'avez pas besoin d'externaliser votre croissance d'abord. Non seulement parce que c'est pas sain. Déjà, externaliser ta croissance alors que tu commences, c'est-à-dire que tu n'as pas la main dessus, tu vois, c'est pas hyper sain. Et deuxièmement, bah, le budget que tu as quand tu es entrepreneur et que tu démarres, il est petit et c'est logique, même si tu arrives à lever en love money des fonds, mais c'est des fonds que tu vas avoir besoin sur du recrutement, sur des choses qui sont bien plus importantes à ce stade-là, quoi, tu vois, test de product market fit, etc. Par contre, ce que là, nos personas à nous, ce que je dis souvent, c'est que par contre, les intrapreneurs, tu vois, des grosses boîtes, donc quand tu es dans une grosse boîte et que tu montes un projet, là, tu as du budget, tu n'as pas forcément le temps parce que tu as peut-être un autre taf à côté dans la boîte, ou tu as la pression de ton manager qui te dit « ouais, bon, faut tester tel et tel projet ». Donc là, du coup, c'est hyper intéressant d'aller externaliser sa croissance, tu vois, parce qu'en plus, ils ont déjà un savoir-faire, c'est déjà hébergé dans une boîte. Donc l'entrepreneuriat, c'est cool. Et les boîtes qui sont post-levées, où en fait, quand tu lèves, là, par contre, tu as un vrai sujet de croissance. Tu as eu assez de croissance que tu as pu gérer toi-même pour pouvoir lever, donc tu as pu avoir des métriques. Mais par contre, tu es à un truc où là, tu dois recruter soit des grosses, soit du coup externaliser ta grosse. Et donc, nous, c'est là où on arrive un peu en transition de ça. Au lieu d'embaucher un gros senior, je sais pas, de 50 à 70 K annuels qui va coûter du coup 8 à 9 000 euros chargés, bah, du coup, nous, on arrive dans cette transition-là où on accompagne les boîtes de manière mensuelle. Et ma vision, donc pour répondre à ta deuxième partie de question, ma vision du gros, en fait, je pense qu'on est à un carrefour où il y a tout le monde qui veut faire du gros maintenant. Et le problème, c'est que tu te rends compte que si tu trouves 50% de personnes qui sont des gens qui se font un peu les divas, quoi. Tu vois, ils sont hyper. Ils savent envoyer 2-3 campagnes via Lemlist et ça y est, ça met un TJM à 600 euros et je suis hyper franc, hein, mais voilà. Ouais, non, mais t'as raison. Non seulement c'est pas des choses qui vont débloquer une croissance en tant que telle, parce que des boîtes qui viennent te voir, elles ont besoin vraiment structurellement que tu les accompagnes pour une croissance durable. Mais en plus de ça, tes compétences, elles ne valent pas ton prix ou tes exigences et les contraintes que tu donnes, quoi. Et donc en fait, c'est dangereux parce que on est dans un métier qui est un peu buzz, tu vois. Ce qui fait que tu as des gens qui profitent du truc, qui commencent à vendre leurs compétences alors c'est assez soft, tu vois, et qui les survendent. Et du coup, après, tu as des gens qui sont déçus, donc qui jugent le gros. Donc au final, tu as un peu ce truc de le gros hacking, ouais, c'est du bullshit. Non, le gros marketing, c'est une vraie discipline, améliorer du marketing digital, et on peut vraiment construire une croissance durable. Et c'est ça ma vision que j'ai du gros, c'est que le jour où les gens comprendront que pour être un bon gros, il faut être capable d'être autonome sur des sujets techniques, donc parler code, etc. Pas forcément savoir coder, mais tu vois, toi, tu sais bidouiller, etc. Donc, être malin, être techniquement bon, ça, c'est le premier sujet. Être au niveau marketing, savoir vendre un produit. Et le troisième, au niveau data, savoir analyser la data, savoir traquer, savoir interpréter la donnée pour l'optimiser. Si tu arrives à rassembler ces trois choses-là, ce que 50% des grosses ne savent pas faire, voire même plus, et ben là, c'est la vision du gros que j'ai, et c'est là où on deviendra une vraie discipline durable, quoi.
Ouais. Je pense que si j'avais eu la même question, j'aurais répondu avec les mêmes mots et la même intensité. Je C'est rejoins vrai. exactement ce que tu viens de dire. Ouais, bah ouais, parce que moi, c'est un argument, pas commercial, j'ai envie de dire, mais quand on vient me voir et qu'on me dit, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je fais pas de free, hein, personnellement, tu vois, parce que les gens qui Ouais. viennent me voir sont assez early stage. Et je leur dis, en fait, vous êtes bête en plus, enfin pas bête, mais vous n'y avez pas pensé en gros. C'est-à-dire que vous faites financer, en plus la formation est financée par l'État, donc ça vous coûte rien. Et vous êtes proche de vos clients, vous connaissez votre marché. C'est-à-dire que si moi je bosse avec vous, il va falloir que je fasse une étude de votre marché, une étude de vos prospects, savoir comment ils pensent, savoir comment leur vendre quelque chose. Et derrière, enfin, j'ai pas le temps de le faire. C'est votre business, c'est pas le mien. Donc, commencez par générer votre croissance et venez me voir après si vous avez besoin de quelque chose un peu plus concret, si tu veux. Effectivement, la formation, et là, du coup, encore plus sur ce que tu viens de dire, la formation et le service sont finalement hyper complémentaires entre elles. Parce que si moi, je forme des gens qui commencent à créer de l'attraction, créer de la croissance et que derrière arrivent à embaucher des gens grâce à ça, et ben derrière, qui veulent scaler, là, ils font appel à toi. Donc, en fait, tu arrives dans Exactement. une deuxième phase de croissance. Donc, effectivement, on a des synergies hyper intéressantes à trouver, je pense. Et ça rejoint totalement ma vision du gros aussi. Et c'est pour ça que moi, j'en ai marre d'entendre que même le terme gros hacking est maintenant tout le monde tourne le dos au gros hacking. Et je trouve qu'il ne faut pas le faire parce que si tu tournes le dos au gros hacking, c'est que tu n'as pas compris qu'il y a des gens qui le font mal en fait. Tu vois. Ouais. Et c'est ce que je disais au début avant de préparer cette intervention, c'est que j'ai quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit j'ai payé 6 gros hackers qui se prétendaient experts. C'est exactement ce que tu viens de dire, qui se prétendaient experts, qui lui ont pris 700, 800 € la journée parce qu'ils pensaient qu'ils étaient bons pour faire n'importe quoi. Tu vois. Ouais. Et au final, il m'a appelé en urgence. Moi, je l'avais fait un accompagnement d'une demi-journée pour l'aider vraiment parce qu'en général, je fais pas ça. Et il m'a appelé en urgence, Kevin, j'en peux plus, j'ai besoin que tu m'aides, etc. Donc, tu vois, c'est vraiment ce que tu dis, c'est réel. Et il faut faire quelque chose, il faut qu'on se batte pour Mais, évangéliser le bonne manière. mais tu sais qu'on le voit vachement. Alors, tu as été figé, je pense. Tu m'entends toujours? Allô? Ouais, Ah, tu m'entends? je t'entends. Ah, c'est bon, tu m'entends? Ouais, Ok. c'est bon. Ouais, Il y avait un petit ouais, retard. Du coup, non, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que même si tu vois même encore plus loin, nous d'ailleurs, on a ces problèmes-là, tu vois, mais si tu vois même encore plus loin sur les grosses boîtes, nous, on arrive parfois sur des gros clients qu'on a, mais des grosses boîtes, tu vois, elles sont déjà en contrat cadre grosses avec soit un freelance qui les prend une blinde et qui se cache derrière des prestats qu'ils ont déjà, tu vois. En fait, c'est un freelance grosse qui arrive, qui gère un prestat qui gère un prestat Facebook, qui gère un prestat opérationnel, etc., etc. Et lui, en fait, il se cache un peu. C'est limite de la gestion de projet un peu surcoté, quoi. c'est quoi ce truc? Ouais, exactement. Et deuxième chose, c'est si tu vois encore plus loin, c'est en fait les boîtes qui profitent de ce truc-là, les landing pages, le gros hacking en tant que tel. Par exemple, je crache pas dessus parce que je pense qu'il y a plein de boîtes qui en ont besoin, mais tout ce qui est Publicis, Avas, Webedia, etc., etc. Je suis rentré dans pas mal on a fait pas mal de sprints pour des grosses boîtes qui étaient en contrat cadre avec ces boîtes-là. Mais c'est limite si nous, ça nous empêche d'avancer, tu vois. Et Ouais. donc, en gros, je pense qu'il y a un vrai sujet pour reprendre tout ça et se redire, OK, c'est ce que tu disais un peu avec l'accompagnement, ton accompagnement d'une demi-journée, là où tu as tout remis à plat, mais il y a un sujet à voir et il ne faut pas qu'on pense que ce soit magique. Il faut en tout cas s'adapter vraiment aux clients et essayer d'avancer le plus concrètement possible, quoi. C'est clair. Trop cool. Une dernière question avant qu'on finisse, cette petite interview. Quelle est la personne qui t'inspire dans le gros hacking? Dans le gros marketing, est-ce que j'ai le droit de citer quelqu'un qui est pas vraiment un gros marketeur? Bien sûr. Euh, Franchement, je citerai Paul Graham, quoi. Franchement, Paul Graham, Programme. bah, c'est celui en fait qui m'a appris. Enfin, quand j'ai lu ses articles, ça m'a appris en fait l'entrepreneuriat et du coup l'importance du gros et comment tu peux l'appliquer à l'entrepreneuriat, quoi. Tu vois, on dit souvent que le gros marketing, on a fait un article là-dessus d'ailleurs à Grosse Room, mais on dit souvent que le gros marketing, c'est le marketing entrepreneurial. C'est-à-dire faire beaucoup de choses Ouais. avec peu d'éléments. Euh, et du coup, Paul Graham, quand il t'explique l'entrepreneuriat, la logique des choses, toujours penser à l'agro, c'est pas forcément que au produit, etc. Moi, ça m'a vraiment mis les choses au carré et surtout, ça te donne une vision beaucoup plus globale de la strate et des focus d'un entrepreneur et d'une boîte, quoi. Et donc, pour toi, tes actions derrière de grosses seront beaucoup plus dirigées. Et donc, Ouais. Paul Graham. Totalement.
Trop cool. Une dernière question. Le dernier outil que tu as trouvé qui t'a permis d'atteindre des bons objectifs? Parce qu'on t'adore les outils. Hein. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Enfin, mon équipe, tous les jours, elle m'envoie des outils. Le dernier qu'on a mis dans la newsletter, c'était Leadjet sur LinkedIn. Leadjet? Ouais, Leadjet Ok. qui était pas mal, qui permet de faire une sorte de CRM sur LinkedIn. C'était assez intéressant d'ailleurs. Ouais. Voilà, c'est le dernier, mais sinon on en a plein. Hein, si vous voulez, on pourra vous faire une liste, mais globalement, moi, il y a mon outil qui va réussir à le faire Leadjet gratuitement. Donc, du coup, tu vas pouvoir l'utiliser. Si derrière, tu arrives à faire ça. Voilà. Ouais, tu pourras l'utiliser pour tous les usages que tu veux. Au final, hein, tu envoies juste une data en hook dans un CRM. Donc, au final, pas de problème. Nickel. Écoute, merci. Franchement, c'était 1h56 minutes exactement. Hyper cool. On a parlé de plein de sujets hyper intéressants. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir participé à cette room. Et franchement, c'était trop bien. Merci grave, beaucoup. très cool. On se tient au courant du coup. Et puis, si vous voulez contacter du coup Sacha sur LinkedIn, je pense. Yes, LinkedIn. Ou email. LinkedIn, c'est bien. Sinon, LinkedIn, mon email, c'est sacha@grosso.co. Mais LinkedIn, c'est très bien aussi, hein, pas de souci. Franco. Hop, je la mets en bannière. Voilà. Et puis, je te souhaite une très bonne journée. .co. À chaque fois, je me trompe. Toujours, on se trompe. Chaque fois, on se trompe. Je vais le rechanger et je vais le remettre. Je pense que j'ai dû passer. Voilà. Ouais, je pense que les gens ont dû sûrement ne pas taper le .com à chaque fois. C'est un réflexe. Peut-être essayer de faire une redirection, du coup, acheter le grossoom.com. Donc voilà. Merci beaucoup, Sacha. En tout cas, très bonne journée à toi et puis à bientôt. Ciao. Merci, Kevin, pour l'accueil. Salut, à bientôt. Ciao.